Rwanda, mais aussi ailleurs à travers le monde où le destin les a dispersés. Et j'ai aussi essayé de comprendre, à travers cette histoire, j'ai aussi compris la posture d'un certain nombre d'observateurs, que ce soit à l'ONU ou dans les universités, dans les médias, vis-à-vis de la crise congolaise, parce que, comme on le sait, la crise congolaise a un rapport direct avec les événements qui ont eu lieu au Rwanda d'une certaine manière, et Kagame instrumentalise encore aujourd'hui la problématique du génocide pour justifier les agressions répétitives de son armée en RDC. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait à travailler sur ce dossier-là. Et en examinant ce qui est arrivé autour à travers le monde, je me suis aperçu que l'histoire même du génocide devait être réquestionnée à nouveau. Parce que si on ne comprend pas la manière dont le récit officiel du génocide a été imposé et intériorisé, on ne peut pas comprendre ce qui arrive aujourd'hui aux Hutus rwandais à travers le monde et par extension aussi aux Congolais qui connaissent une terrible crise dans l'indifférence quasi généralisée, si on peut dire comme ça, de la mal nommée communauté internationale. C'était ça l'objet de mon bouquin. Et donc j'ai dû revisiter, examiner les procès qui ont eu lieu dans la plupart des pays à travers le monde. J'ai dû aussi réexaminer comment est-ce qu'on a appris l'histoire du génocide. Parce que ça c'était fondamental. On a écrit beaucoup de choses, on nous a dit oui, on sait que Kagame a battu l'avion, bon, tout ce qu'on le sait, officieusement, entre guillemets, parce qu'officiellement, on nous dit toujours qu'on ne sait pas. Et la justice française a enquêté, comme vous le savez, pendant près de 20 ans pour nous dire au final qu'il y avait un non-lieu. Donc on ne sait pas qui a battu l'avion, alors que tout le monde sait que ce sont les hommes de Kagame qui ont battu l'avion. Et donc en examinant l'histoire du génocide, il fallait examiner aussi qui ont joué un rôle important dans la fabrication de cette histoire-là. Et les premières personnes qui ont joué un rôle important dans la fabrication de l'histoire officielle du génocide, c'est Kagame lui-même. Parce que comme cela a été documenté, lorsque le FPR a commencé, donc le Front Patriotique Rwandais a commencé sa guerre au Rwanda, l'une des premières choses qu'il a faites, c'était de conditionner l'opinion publique et de s'arranger pour coopter les médias, les militants de droits de l'homme et par ricochet certains universitaires. Et donc, je suis tombé sur des cas très intéressants. Par exemple, une journaliste canadienne, Michelle Rimet, elle avait couvert les événements du Rwanda à l'époque sur place, dans la zone contrôlée par le FPR, donc à Mouindi. Elle avait couvert les événements. Et quand vous examinez tous les articles de presse qui ont été écrits à l'époque, de 90 jusqu'en 94, on avait déjà la trame officielle de la trame de ce qui va devenir en fait l'histoire officielle du génocide. Donc il y avait d'un côté les méchants Hutus avec le génocidaire en chef entre guillemets Habyarimana et les gentils, donc Paul Kagame et son armée. C'est l'histoire qu'on nous a racontée. Et tous les Rwandais connaissent un tout petit peu l'histoire de la commission d'enquête qui s'est rendue au Rwanda en 1993 pour statuer sur les événements qui sont déroulés au pays, qui s'est déroulé dans notre pays à l'époque. Et il y avait eu un rapport qui avait été produit par ces organisations-là, c'était les organisations internationales de droits de l'homme, parmi lesquelles il y avait la Fédération internationale de droits de l'homme, The Human Rights Watch, donc la section africaine du Human Rights Watch, il y avait Droit et démocratie au Canada, il y avait plusieurs organisations rwandaises. Et ces gens ont produit un rapport dans lequel il a été clairement dit que le gouvernement rwandais de l'époque menait une politique de génocide à l'égard de la minorité Tutsi. Et c'était la première fois qu'on utilisait l'expression génocide pour décrire les événements qui se déroulaient au Rwanda à l'époque. Par la suite, on a su que tout ça était du bidon. Parce que ces gens-là sont arrivés au Rwanda, ils ont enquêté, leur rapport a été utilisé non seulement par les universitaires et les juristes, mais encore aujourd'hui, c'est un rapport qui est cité partout, y compris par un historien français sur lequel je vais revenir, M. Vincent Duclercq, qui a produit un rapport sur le rôle de la France au Rwanda. Et dans son livre qui est sorti, je crois, en janvier, il reprend les grandes lignes de ce rapport-là. Le problème avec ce rapport, c'est que les experts qui sont allés au Rwanda, qui ont produit ce rapport, se sont retrouvés devant la justice canadienne, dans le cadre d'un procès impliquant un certain Léon Mugesera. Alors, les juges de la Cour d'appel fédérale du Canada ont statué que les auteurs du rapport n'étaient pas crédibles, et encore moins le rapport. Et celle qui était la responsable, qui avait un peu conduit tous les militants de droits de l'homme, Alison Desforges, qui a été considérée comme la grande experte du Rwanda par tous les tribunaux à travers le monde,
a été brossé par la justice canadienne à un point tel qu'un des juges, le juge Descaries, a même dit à propos de ce rapport: je suis surpris par la légèreté avec laquelle ce rapport a été écrit et accepté dans l'opinion publique, validant la prémisse selon laquelle Modié Serra, par extension, pourra dire le gouvernement compte d'alors mener une politique de génocide contre la minorité tutsi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand je discute avec plusieurs acteurs rwandais, parce que dans le cadre de ce bouquin, j'ai discuté avec des acteurs rwandais, mais je me suis aussi je suis rentré en contact avec des gens au niveau du FPR. Et ceux qui vont lire le livre le verront. Je n'ai pas voulu donner des détails sur ces gens-là, parce que certains d'entre eux, quand même, occupent, on ne dirait rien, ce sont des gens qui appartiennent au FPR. Voilà. Et ils m'ont fait comprendre aussi que leur but dès le départ était de manipuler les opinions publiques. Et ça a été la force de Kagame dès le début de la guerre, c'était de gagner les cœurs et les esprits à la cause de la rébellion tutsi d'alors. Et c'est pour ça que toute leur stratégie est articulée dans ce sens-là. Et vous savez, pour ceux qui, les chercheurs ou les universitaires, même ceux qui s'intéressent au Rwanda, vous savez qu'il y a des documents qui ont été écrits sur le génocide. Juste après, quelques temps après la fin du génocide, il y a un document qui a été écrit qui s'appelle... c'est un document qui a été rédigé par une ONG qui s'appelle African Right. Les Rwandais, certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas cette organisation-là, mais elle a joué un rôle important dans la fabrication de ce qui va devenir le récit officiel. Quelques mois après le génocide, African Right publie un rapport de plus de 700 pages dans lequel elle donne beaucoup de détails sur les événements survenus au Rwanda. Là encore, on a découvert après, plus tard, que les membres de cette ONG-là étaient en réalité une forme de succursale du FPR de Kagame. Et même, on m'a fait une confidence que je n'ai pas voulu reprendre dans le livre comme ça, mais on m'a même parlé d'une relation qu'entretenait à l'époque la responsable de cette ONG avec l'un des membres influents du FPR. Or, toutes les personnes qui se rendaient au Rwanda à l'époque, après le génocide, lisaient le rapport parce qu'il était juste mis là à l'aéroport international de Kigali. Donc tous les experts, les diplomates, tout le monde lisait ce rapport. Et c'est ce rapport qui va être utilisé par les enquêteurs du TPIR, donc du Tribunal pénal international pour le Rwanda, pour poursuivre les Hutus et les arrêter au tout début. Et dans tous ces rapports, on n'a jamais parlé des crimes du FPR, donc de Kagame. Donc vous comprenez déjà que pendant la guerre au Rwanda, qui va culminer au génocide, les opinions publiques en Occident, les journalistes, les universitaires, tous ceux qui suivent ce qui se passe dans la région ont une idée de ce qui se passe. Il y a d'un côté les gentils, qui sont les Tutsis, et les méchants, qui sont les Hutus. Je parle bien entendu du gouvernement qui est en place au Rwanda à l'époque, et les gentils, quand je dis les Tutsis, c'est le FPR de Kagame. Parce qu'en réalité, la tragédie rwandaise à l'époque touche toutes les composantes de la population rwandaise. Les Hutus, les Tutsis, les Toits dont on ne parle pas déjà beaucoup, la minorité. Et quelques temps après le rapport d'African Right, un autre ONG, deux ONG, la FIDH et Human Rights Watch, vont produire ce qui va devenir ce que j'ai appelé dans le livre la Bible du génocide. C'est le gros rapport au titre évocateur « Aucun témoin ne doit survivre ». Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Tous les universitaires utilisent ce document, tous les juristes utilisent ce document, et il est cité d'ailleurs dans plusieurs procès à travers le monde. Et je me suis intéressé aussi à ce document. Et quand on s'intéresse à ce document, on s'aperçoit très rapidement qu'il a été écrit de manière très partiale. Et j'ai interrogé certains auteurs de ce document, dont un avocat belge qui est très connu, qui s'appelle Eric Gillet, qui est un des co-auteurs du rapport, et un universitaire américain qui s'appelle M. Timothy Langman, qui est un professeur de l'université à Boston. Je leur ai demandé, mais vous avez fait votre rapport sur le génocide. Et comment se fait-il que dans votre rapport, on passe beaucoup plus de temps à s'intéresser aux crimes des Hutus et pas aux crimes des Tutsis? Et ils me répondent, les deux vont me dire, écoutez, nous quand nous sommes allés au Rwanda, nous sommes allés enquêter sur le génocide. Sous-entendant qu'en réalité au Rwanda, quand on parle du génocide, on parle de crimes contre les Tutsis, pas contre les Hutus, premièrement. Et les victimes sont d'un côté et les bourreaux sont de l'autre. Et d'ailleurs, dans leur rapport, ils le disent. Ils disent très clairement que nous n'avons pas eu le temps d'enquêter sur les crimes du FPR parce qu'il était difficile de le faire. Quand j'ai demandé à Timothy Langman, mais pourquoi? Ils m'ont dit parce que c'était très dangereux. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas prétendre
produire un rapport impartial quand vous êtes intéressé aux crimes d'un seul camp, laissant dans l'ombre la plus épaisse les crimes de l'autre camp. Or, c'est ce document-là qui est utilisé dans tous les tribunaux à travers le monde, par tous les chercheurs, pour comprendre ce qui s'est passé au Rwanda. Alors, moi, j'ai discuté avec quelqu'un que certains d'entre vous connaissent, Madame Monique Mujawamariya, qui était parmi les militants de droits de l'homme au Rwanda à l'époque, et qui avait même été décorée par le président Clinton, je crois. Elle était amie à Alison Desforges, la responsable principale du rapport de Human Rights Watch et de la FIDH. J'ai demandé à Mme Mujawamariya de me parler de ce rapport-là parce qu'elle était amie à Mme Desforges et à l'époque, on la soupçonnait même d'être pro-Kagame. Donc quand je lui pose la question, elle me dit ceci: Monsieur Mbeko, ce rapport, je l'ai lu avant d'être publié. Alison Desforges me l'avait envoyé, en tout cas, on m'avait envoyé le manuscrit. Quand je l'ai lu, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de fausseté dedans. J'ai appelé Alison Desforges pour lui dire que le rapport avait beaucoup de fausseté. On ne peut pas le publier comme ça de la sorte. Et Alison Desforges l'a même reconnu du bout des lèvres, mais elle a dit qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle devait publier ce rapport-là parce qu'elle était sous pression de Human Rights Watch. Voilà comment un rapport à l'origine de laquelle beaucoup de gens vont être incarcérés, incriminés injustement dans certains cas, a été produit à la base du monde et encore utilisé aujourd'hui. J'ai demandé à l'avocat Éric Gillet, que tout le monde connaît, qui est dans tous les procès qui impliquent les groupes à travers le monde, je lui ai dit, mais votre rapport là, on m'a dit que c'était problématique, mais pire, c'est qu'Alison Desforges a été sévèrement critiquée par la justice canadienne dans le procès Mugesera. J'ai été très surpris par sa réponse. Il m'a dit, mais notre rôle à nous, ce n'est pas de faire un rapport rigoureux. Nous avons là-bas comme militants. Nous n'allons pas là-bas pour faire un travail d'historien. C'est ce qu'il me dit. Et essayer de vous mettre la part de toutes ces personnes qui ont été condamnées à travers le monde sur la base des rapports écrits par ces gens-là. Il me l'a dit très clairement, je reprends son témoignage dans le livre. Quand je demande au Sir Timothy Langban mais pourquoi ce rapport, il me dit, écoute, Patrick, c'est sûr que nous n'avons pas tout dit sur les crimes du FPR. C'est un document de près de 1000 pages. Les crimes de Kagame sont traités dans 31 pages, sur 1000 pages. Le reste, là, les 900 pages restantes, c'est les crimes des Hutus, comme je dis. Et tout ça permet de comprendre la posture de beaucoup d'Occidentaux vis-à-vis des Hutus dans les dossiers impliquant le Rwanda. Une fois qu'on a compris ça maintenant, j'ai voulu m'intéresser à la manière dont la justice internationale et les médias traitent les dossiers liés au Rwanda. L'un des procès les plus connus, vous savez, j'ai dit, c'est le procès Mugesera au Canada. Mugesera a été accusé d'avoir tenu un discours incendiaire en 92 contre des Tutsis. C'est l'accusation qui a été faite devant la justice canadienne. Et le dossier de Mugesera, pour ceux qui ne le savent pas, Mugesera c'était un ancien cadre du parti du président Habyarimana, le MRND. En réalité, ce que les gens ne savent pas dans son dossier, c'est que son dossier n'a jamais été pénal au Canada. C'était un dossier administratif. C'est-à-dire que Mugesera, en fait, on le reprochait d'avoir caché des informations aux autorités d'immigration Canada et par conséquent, on a demandé à lui retirer sa résidence et à le renvoyer au Rwanda. C'était ça le débat. Et quand j'ai commencé à examiner le dossier Mugesera, qui a fait l'objet d'une grande couverture médiatique quand même, pas seulement au Canada, mais à travers le monde, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas. D'abord, je découvre que la personne qui s'est intéressée, qui a traduit le fameux discours, parce que le discours a été tenu en Kinyarwanda, et il y a eu une traduction de ce discours. La personne qui a traduit le discours de Mugesera, un certain M. Kamandi, est le père d'un monsieur qui appartenait au réseau du FPR au Canada et qui a confié à un journaliste canadien, bien avant la guerre du FPR en 1990, que les Tutsis de la diaspora du FPR avaient attaqué le Rwanda. Et ce journaliste-là me dit, écoutez M. Beko, vers le mois de septembre, je rencontre un Rwandais qui s'appelle Jean Kamandi, qui vient me voir et qui me dit, écoutez, nous allons attaquer le Rwanda. Je lui dis, mais vous allez causer du tort à votre pays. Il me dit, nous sommes prêts, nous allons attaquer le Rwanda. Le journaliste, qui est un grand journaliste canadien à la retraite, me dit, à ce moment-là, je compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait dans la région des Grands Lacs. Et Jean Kamandi va se retrouver au cœur d'un grand mouvement de lobbying
des Tutsis exilés au Canada en faveur du FPR. Et c'est le père de Jean Kamandi, qui va traduire le discours de Mugesera qui va être utilisé par la justice canadienne. Donc vous voyez comment tout ça est en train de se mettre en place. Et quand on examine le discours, quand les juges canadiens, parce qu'à plusieurs reprises, le cas de Mugesera avait été validé par les autorités administratives canadiennes. Mais quand ils arrivent devant la Cour d'appel fédérale, la Cour d'appel fédérale examine tout le dossier, toute la preuve au dossier et se rend compte que ce dossier ne tenait pas la route. D'abord, le fameux rapport sur lequel la justice du gouvernement canadien et la poursuite s'est basée pour accuser Léon Mugesera, c'était le fameux rapport dont je vous ai parlé, qui a été rédigé en 92-93. Les juges ont montré que ce rapport n'était pas partiel, n'était pas rigoureux. Premièrement. Deuxièmement, on s'est rendu compte, et ça beaucoup de Rwandais le savent, un certain nombre de personnes qui ont participé à la rédaction de ce rapport qui sont retrouvées à travailler pour Kagame, dont le fameux monsieur de Surville, le Français qui a pleuré devant tout le monde le 20h de France 2 à l'époque, monsieur Carbonare, a travaillé pour le FPR. Bon, on ne parle même pas de certaines connivences entre ces gens-là avec le gouvernement du Rwanda, et les juges l'ont démontré. Allons jusqu'à dire qu'un tel rapport ou un procès au pénal devant la justice canadienne innocenterait Léon Mugesera. Ce sont les juges canadiens qui le disent. Mais ça, ce n'est pas beaucoup connu, parce que quand on entend parler du cas Mugesera, on sait qu'il a été expulsé du Canada par le gouvernement canadien. Et là aussi, je découvre que au gouvernement du Canada, il y avait des gens qui étaient très très pro-Kigali et qui ont travaillé à ce que Mugesera soit expulsé vers le Rwanda. Pourquoi? Parce que s'il était jugé au Canada, il y avait de fortes chances qu'il soit acquitté. Et ça, on ne le dit pas, mais les juges de la Cour d'appel fédérale du Canada le disent très clairement. L'autre chose qu'on ne dit pas dans le dossier de Mugesera, et ça c'est encore, et c'est là, ça vous permet de comprendre comment le Rwanda manipule les juridictions étrangères, je vais revenir sur tout ça, c'est que jusqu'en 2009, Mugesera n'avait jamais été poursuivi au pénal par le gouvernement du Rwanda. C'est en 2009 qu'on va déposer une accusation pour dire qu'il a pris part au génocide. Donc pendant près de 14 ans, il n'y avait rien. Et comme le gouvernement du Canada savait que le dossier était fragile, ils ont dit la meilleure façon de se débarrasser de ce titre, c'est de le renvoyer vers le Rwanda. Et là, le gouvernement du Canada va utiliser la décision de la Cour suprême. Parce qu'on sait que la décision de la Cour d'appel fédérale du Canada a été renversée par la Cour suprême du Canada qui a décidé que Mugesera devait être expulsé vers le Rwanda. Le problème, c'est que la Cour suprême du Canada n'a jamais renversé le dossier dans le fond. La Cour suprême s'est limitée à dire à la Cour fédérale, ce sont des technicalités de droit, les juristes le savent, c'est qu'au Canada, il y a ce qu'ils appellent la norme de contrôle. Ils ont dit à la Cour d'appel n'avait pas à statuer sur le dossier dans le fond du dossier. Elle n'avait pas à réviser toute la preuve au dossier, ce n'était pas son mandat. Et tout ce que la Cour suprême du Canada a fait. Et dans le cas de la Cour suprême, il y a eu aussi beaucoup d'ingérence, il y a eu toute une controverse. Je vous parle de tout ça parce que par la suite, vous allez comprendre pourquoi je vous donne ces exemples-là, je vous parle de ces éléments-là. Donc au niveau de la Cour suprême, qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que l'affaire n'allait pas être portée en appel à la Cour suprême par le gouvernement du Canada, après la décision d'acquitter Mugesera de la Cour d'appel fédérale. Il y a eu des gens, des organisations juives canadiennes, qui ont fait pression sur le ministre de la Justice pour que l'affaire soit portée devant la Cour suprême du Canada. Et quand vous regardez toutes ces organisations impliquées dans le dossier Mugesera au niveau de la Cour suprême, ce sont des organisations juives ou des organisations qui se révèlent être proches idéologiquement, soit du FPR, soit du gouvernement d'Israël, ou qui entretiennent de rapports pour le moins étroits avec ces gens-là. Ces exemples-là, je vous les donne parce que vous retrouvez ce genre de fonctionnement en France ou même en Belgique d'une certaine manière. Et donc, Mugesera est expulsé, il arrive au Rwanda, tout le monde a suivi le procès. Les preuves de son implication dans le génocide, on ne sait pas, parce que son discours a été tenu 14 mois avant le génocide, et les juges disent très clairement qu'il n'y a aucun rapport entre son discours et les événements de 1994, parce qu'il a tenu son discours 14 mois avant les événements. Ça, c'est la première chose. Et donc ça vous permet de comprendre comment la justice traite certains dossiers liés au Rwanda. Maintenant, quand vous arrivez dans les pays occidentaux où il y a eu plusieurs procès,
en lien avec le génocide, alors là c'est merveilleux. Excusez-moi, c'est un peu cynique ce que je dis. Je suis un peu sarcastique, mais c'est terrible. Pourquoi? Il y a quelqu'un dans le FDR qui rentre en contact avec moi et qui m'explique comment le gouvernement rwandais manipule toutes les juridictions à travers le monde. Les juridictions Interpol, l'ONU et même la justice dans les pays occidentaux. Et vous avez vu tout récemment la sortie d'un document, c'est dans tous les médias maintenant, comment ils appellent ça, Rwanda, comment? Forbidden Story, qui circule un peu partout, dans lequel on nous parle des crimes qui sont perpétrés par le régime de Kigali à l'étranger. Moi, je suis un peu surpris par la réaction des gens parce que ce sont des choses que les Rwandais connaissent. Beaucoup de Rwandais le disent tous les jours. Ils disent qu'ils sont persécutés en Belgique, un peu partout. Moi, j'ai déjà découvert, parce que même les gens au niveau des services de renseignement canadiens me l'ont dit, que c'est devenu une préoccupation majeure pour eux, les activités des services de renseignement rwandais. Donc pour les Rwandais, ce n'est pas une nouveauté. Dans les médias, on nous donne l'impression que ce sont des choses qui n'étaient pas connues. Mais les Rwandais le vivent, ça fait des années, ils le disent, mais on ne les écoute pas. Même si ici en Belgique, les activités des services de renseignement rwandais ont fait l'objet de plusieurs réunions de services de sécurité, d'après ce qu'on m'a dit, mais aussi ça a été traité devant le Parlement belge ici. Donc ce sont des choses qui sont connues. Et tout ce qu'on reprend dans cette enquête-là, c'est ce que je dis dans le livre, mais de manière beaucoup plus poussée, parce que moi j'ai pris le temps d'examiner comment cela se passe. Alors, comme je disais tantôt, j'ai découvert que le Rwanda instrumentalisait tous les pays occidentaux sans exception. Mais si le Rwanda réussit cet exploit, c'est d'abord parce que ces pays-là, les gens qui s'intéressent au dossier des grands lacs du Rwanda, ont été conditionnés par la propagande officielle du génocide. Donc parfois, ils ne le font pas de mauvaise foi. Même les chercheurs aujourd'hui, les chercheurs, les scientifiques dans le dossier du Rwanda, ont tellement été conditionnés par le narratif officiel qu'il est difficile d'avoir un débat sur le Rwanda qui soit serein et calme. Les gens sont toujours agités, c'est toujours le terrorisme intellectuel qui prime, c'est devenu très difficile. Ne parlez même pas du Congo, parce que quand vous parlez du Congo, vous allez titiller le FPRS en réseau tout simplement parce que le Congo annule l'attitude du Rwanda. Et je l'explique dans le livre, je dis, si vous voulez comprendre le comportement de Kagame pendant le génocide au Rwanda, intéressez-vous à ce que Kagame fait au Congo. Parce qu'au Congo, ils ont non seulement massacré des gens, ils ont de connivence avec des gens qui prétendent combattre, ce qu'ils ont fait au Rwanda pendant la crise sociopolitique dans ce pays-là et militaire, en infiltrant les milices dites interamouées, en entretenant le chaos dans le pays. C'est ce qu'ils ont fait au Congo. Et le Congo est un miroir intéressant et c'est la raison pour laquelle le réseau occidental de Kagame que je relève dans le livre ne veut pas aborder la question du Congo parce que c'est difficile d'expliquer les raisons pour lesquelles on va tuer des gens gratuitement pour prendre leur millions. Au Rwanda, ils peuvent l'expliquer en disant oui, il y avait un régime génocidaire pour tout, mais là aussi, ça ne tient pas tout simplement parce que les Rwandais savent véritablement que le conflit qui a eu lieu dans leur pays n'était pas un conflit ethnique. C'était un conflit politico-militaire dans lequel l'ethnie a été instrumentalisée. C'est très différent. Mais pour beaucoup d'Occidentaux, c'est un conflit ethnique. Il faut maintenir cette ligne, cette grille de lecture qui permet de tout justifier. Et là, moi, je crois que, vu qu'il y a beaucoup de Rwandais ici, de Congolais, d'Africains, je dirais, moi, je pense qu'il est important pour les Rwandais de se réapproprier dans l'histoire, de refuser le terrorisme intellectuel de ceux qui prétendent comprendre leur histoire mieux qu'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, je le vois beaucoup, les Rwandais sont otages de ceux qui ont kidnappé leur histoire. Et ils sont otages de la manière dont Kigali et ses alliés instrumentalisent l'histoire du drame de la tragédie rwandaise. Or, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec le directeur de cabinet du président Habyarimana, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup, M. Enoch Ruigera, qui m'expliquait, par exemple, quand il me dit, mais cette histoire de Hutu-Tutsi, ça n'avait rien à voir avec la réalité. Il ira jusqu'à me dire, vous savez, M. Beko, il y avait des gens autour du président Habyarimana qui le soupçonnaient d'être Tutsi. Je lui dis, mais c'est encore quoi cette histoire-là? Habyarimana Tutsi, il me dit oui, il y a des gens qui le soupçonnaient d'être Tutsi parce qu'il était très favorable aux Tutsi. Et on sait très bien que de 73 à 90, avant la guerre du Kagame, la rivalité, il n'y avait pas de rivalité Hutu-Tutsi, il y avait des tensions entre les Hutus du Nord et les Hutus du Sud. Comme on en voit dans beaucoup de nos pays. Je peux donner l'exemple en RDC.
RDC. Pour les Congolais qui sont ici, ils savent pas. Quand vous voyez Félix Tshisekedi, on dit que c'est le pouvoir des Balouba, ils sont ethniques. Mais nous savons tous que les Balouba sont traversés par des... Il y a des contradictions, il y a des tensions entre les Balouba. On le sait. Et c'était la même réalité. Le Rwanda n'avait rien inventé en réalité. Mais tout ça, on ne veut pas qu'on mette cela de l'avant. On se limite à nous expliquer une histoire de bons et de méchants. Et on se permet, et ça j'ai toujours été contre ça, l'expression ou tout modéré. Qu'est-ce que ça veut dire ça, ou tout modéré? Est-ce que ce sont les Hutus qui n'ont pas le gène du génocide ou comment? Et j'ai eu des discussions dans les universités durant lesquelles je me suis montré parfois intraitable par rapport à ça. Quand un chercheur dit au Rwanda, il y a eu un génocide des Tutsis et des Hutus modérés, moi je dis non. Il y a eu un génocide qui a touché toutes les composantes de la population rwandaise. Appelez ça comme vous voulez, mais il y a eu une guerre civile qui a fait des morts, qui a fait des victimes dans toutes les composantes de la société rwandaise. Et je pense qu'on ne peut pas reconstruire une société de cette manière-là si on ne construit pas une société dans le mensonge. Or, c'est ce qu'on fait au Rwanda aujourd'hui. Et on croit qu'il n'y aura pas de répercussions, c'est faux. Parce que quand vous voyez ce qui arrive aux Hutus, parce qu'en réalité, les vaincus dont je parle, ce sont les Hutus et par extension les Congolais. Ils sont eux les vaincus de cette guerre-là, de 90, qui s'est poursuivie d'une autre manière à travers les tribunaux des pays occidentaux. Ce sont les seuls qui sont condamnés. Et pourtant, le génocide, on l'a dit, a fait des victimes. Il y a des bourreaux il y avait des bourreaux dans tous les camps, dans toutes les parties en conflit. On ne condamne que les Hutus. Alors, je vais vous raconter ce qui se passe au TPIA. Ça, c'est encore plus terrible. Certains des Rwandais le savent. Je m'intéresse au tribunal pénal international pour le Rwanda. Là-bas aussi, on a fait que condamner les Hutus. On a jugé que les Hutus. Le premier condamné, Jean-Paul Akayesu, pour génocide, on sait qu'il est innocent. Et ça, ce sont des conséquences qui émanent des gens du FPR, qui m'ont clairement dit qu'il est innocent. Et même lui-même aussi m'a fait parvenir son témoignage. Il est innocent. Alors, la personne qui vient corroborer cette assertion, c'est un fonctionnaire de l'ONU, du TPR, qui me dit, écoutez, M. Mbeko, M. Akayesu, de toute façon, c'était le cobaye du tribunal. Le tribunal avait dépensé près de 350 millions de dollars. Il n'y avait pas de condamnés, il n'y avait pas de personnes condamnées. Les Américains avaient besoin d'une condamnation, alors Akayesu était condamné. Et même s'il avait démontré son innocence de toutes les manières possibles, il allait être condamné. Et ça, c'est un fonctionnaire de l'ONU qui le dit et qui était impliqué dans les enquêtes impliquant Akayesu. Il nous dit très clairement que les personnes qui ont interrogé les fameux témoins, la plupart d'entre eux mentaient, et ils savaient, les enquêteurs de l'ONU savaient qu'ils mentaient. Et le procureur avait besoin de ça pour le faire condamner. L'une des juges dans le procès Akayesu a même discuté l'affaire dans une revue féministe et a même suggéré qu'il y aurait des accusations de viol parce qu'on sait que Akayesu a été condamné pour viol aussi. Et l'accusation de viol est arrivée après le passage d'Hillary Clinton au tribunal. Donc tout a été politisé. Alors quand vous arrivez maintenant dans le cas de la procureure canadienne Louise Arbour, qui avait la tâche d'enquêter sur l'attentat du 6 avril, l'élément déclencheur du génocide, donc l'attentat qui a coûté la vie au président d'Erimana. Louise Arbour aussi s'était faussée parce qu'elle était en contact avec les Américains. Et ça, c'est le même fonctionnaire qui me dit qui a travaillé avec Mme Arbour. Et plusieurs témoins au Canada savent très bien que Mme Arbour était impliquée dans la dissimulation des faits entourant l'attentat du 6 avril 1994. Et Mme Arbour n'a pas seulement fait ça, parce qu'elle était à l'époque à la tête du tribunal pénal international pour le Rwanda, mais elle dirigeait aussi en même temps le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Et là-bas aussi, elle a dissimulé une autre enquête impliquant des généraux croates qui avaient été pointés du doigt dans les massacres des populations serbes. Donc ça, ce sont les procureurs qu'on présente comme étant des exemples dans les facultés de droit à travers le monde pour le rôle qu'ils auraient joué pour la justice à travers le monde, alors qu'en réalité, ce sont des gens qui servaient d'abord les puissances occidentales. Et au sujet de Mme Arbour, il faut écouter ce que disent les responsables de l'OTAN. Je parle ici de Jami Shia, qui dit que lorsque Mme Arbour enquête, elle le fait parce que nous le permettons, parce que l'OTAN le permet. Et il ira jusqu'à dire qu'entre Madame, la procureure du tribunal et l'OTAN ne forment qu'un seul corps. Et donc,
Les gens qui voient tout ça à la télé, qui entendent parler de justice internationale, qui sont contents et tout, doivent comprendre quand même qu'il y a beaucoup de politique là-dedans. Et ça se reflète bien dans le dossier du Rwanda. Pourquoi? Parce que la plupart des procureurs, parfois leur corps défendant, vont poursuivre les Hutus, non pas parce que les Hutus sont nécessairement coupables ou sont des suspects, c'est sûr, ils ne sont pas coupables. Or, le tribunal les présente comme étant des présumés génocidaires. Or, on n'est pas présumé génocidaire, on est présumé innocent. Et j'ai posé la question à un grand procureur de l'ONU. Mais elle m'a répondu, on a discuté juste après, le livre était déjà en impression. Je lui ai dit, mais madame la procureure, quand vous parlez de présumé génocidaire, ça ne se dit pas en termes de droit, en droit, on parle de présumé innocent. Je lui ai dit, ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Or, tous les Hutus rwandais suspects sont présentés comme étant des présumés génocidaires. Et à tous les niveaux. Par des gens qui sont censés respecter la présomption d'innocence. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que les gens, dans les milieux académiques occidentaux, et même africains, dans le milieu académique, au niveau de la justice, on a intériorisé le narratif officiel. Et c'est ce narratif officiel, donc l'histoire officielle que Kagame a construite avec ses lobbyistes, qui est imposée, qui est intériorisée et qui est utilisée dans la gestion de toutes les affaires liées au génocide rwandais. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des jugements pour le monde US. Je vous donne un exemple au Canada, je crois que vous en avez entendu parler. Un monsieur qui est à l'époque, s'appelle Tegera, Jean-Léonard Tegera, qui a été étudiant en médecine à l'université de Butare, je pense, Tegania, et qui arrive au Canada, qui demande l'asile. Et le juge administratif le refuse l'asile au prétexte qu'il a survécu au massacre. Et donc, s'il a survécu au massacre, le juge en déduit qu'il était sûrement de connivence avec les génocidaires. Donc, ça veut dire que ce monsieur-là devait mourir. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si tu survis à un événement, on te qualifie de suspect de quelqu'un qui est de connivence avec les génocidaires. Et quand vous lisez la plupart des décisions de justice, donc de ceux de Rwanda, vous échouez. Et ça vous permet aussi de comprendre ce qui se passe par rapport à la question congolaise. Parce que aujourd'hui, quand les Congolais se plaignent, la première chose qu'on grandit, c'est la présence à l'est du Congo des fameux génocidaires. Et ce qu'on nous dit, depuis 1994, ces génocidaires-là n'ont jamais vieilli. Donc, ils sont les mêmes qui sont là, qui menacent la sécurité du Rwanda. Combien sont-ils? Quand on pose la question de savoir combien sont-ils, personne ne répond. Mais, moi j'ai découvert qu'il y a des documents de l'ONU. En 2000, il y a des discussions aux Nations Unies. On pose la question au niveau du Conseil de sécurité à Kagame. Combien y a-t-il des génocidaires à l'est du Congo? Parce que c'est le prétexte que vous utilisez pour attaquer le Congo. Il dit, oh, il y en a 40 000. Et puis après, il dit, non, il y a 15 000. On ne sait pas combien ils sont. Mais ce que Kagame ne dit pas, c'est que les médias ou ceux qui répercutent ce narratif ne disent pas. C'est qu'en 1996, quand Kagame mène sa guerre sous le couvert de l'APR, renverse Mobutu le 17 mai 1997, il s'installe au Congo, juste en 1998. Il contrôle tout l'Est congolais pendant 2 ans. Où étaient les génocidaires, les fameux génocidaires? Je rappelle que James Kabarebe était quand même le chef d'état-major de l'armée congolaise. Et ils n'ont jamais cherché à éradiquer ces gens-là qui représentaient une certaine menace pour la sécurité du Rwanda. Jamais. Mais en 1998, lorsque Kagame lance sa deuxième guerre après la rupture avec Laurent Désiré Kabila, il brandit le même prétexte. Et les Occidentaux l'acceptent. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a l'histoire du génocide qui agit comme élément structurant dans la compréhension des événements. Et ça, c'est fondamental, parce que je ne veux pas vous exposer tout le bouquin, j'essaie de survoler la plupart des chapitres. Quand vous allez lire le livre, il y a un chapitre important pour moi, qui est quand l'histoire des vainqueurs structure les pas de la justice, conditionne les pas de la justice. Parce qu'une histoire peut avoir un rôle structurant important. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui dans la guerre en Ukraine, ou même à Gaza, les parties en conflit essaient de contrôler le narratif. Et le narratif est un élément essentiel de la guerre. Si vous lisez les derniers documents de l'OTAN sur la guerre cognitive,
vous comprenez la place qu'occupe une histoire dans la structuration des stratégies politiques et militaires. Et Kagame l'avait compris très très tôt. Et c'est la raison pour laquelle, dans sa stratégie, c'est le génocide qui est utilisé. Et on voit bien qu'Israël fait la même chose quand on le poursuit devant la Cour, quand on lance un mandat d'arrêt devant la Cour pénale internationale. La première réaction, c'est de dire, mais nous avons été victimes de génocide, mais ça ne veut rien dire. Vous pouvez être des bourreaux aussi. Vous pouvez être des victimes, et on a déjà vu des victimes devenir des bourreaux. Et donc, c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas saisi. C'est-à-dire la place de l'histoire officielle. Et dans le cas du Rwanda, cette histoire officielle a un effet performatif très très important. Quand j'ai des discussions avec des diplomates, des universitaires, je m'en rends compte. Quand je dis, mais l'histoire est beaucoup plus complexe, les gens te regardent avec de grands yeux. Hein. Je dis, mais monsieur Ndeko, n'exagérez pas quand même, n'exagérez pas. Il y a quand même eu un génocide. Moi, je dis, le problème n'est pas de savoir si il y a un génocide ou pas. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Parce que selon moi, il y avait des victimes parmi les bourreaux, il y avait des bourreaux parmi les victimes. Et donc, si vous plaquez, et c'est là le problème dans le cadre de l'histoire du Rwanda, c'est que l'histoire officielle du Rwanda, c'est le regard extérieur des Rwandais et de Kagame. Le regard de Kagame et des Sénégistes qui a été posé sur une histoire et qui a structuré en fait le raisonnement, la compréhension de tout ce qui s'est passé dans la région par la suite. Et on le voit dans le cas du Congo. Vous savez, quand la deuxième guerre du Congo a commencé, Madeleine Albright, qui était la représentante des États-Unis, qui était secrétaire d'État, mais aussi l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qu'est-ce qu'elle avait dit? Je tiens au Tutsi comme à la prunelle de mes yeux. Elle l'a dit très clairement. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont fermé les yeux. Mais il n'y avait pas que ça, parce qu'il y avait aussi des intérêts géopolitiques et économiques importants. C'est-à-dire que la guerre du Congo, c'était une guerre africaine sur fond de rivalité occidentale. D'abord en 1996 entre les États-Unis et la France, mais par la suite, c'était la guerre des États-Unis avec le Rwanda qui s'est... En fait, le Kagame s'est incrusté à utiliser la stratégie américaine pour avancer ses propres comptes en Russie. Et ça permet de comprendre en fait tout ce qui se passe et la différence quasi généralisée. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le rapport mapping a été produit, vous connaissez le rapport mapping sur les crimes de Kagame en RDC, les Rwandais au Canada se souviennent bien de ça. Quand le rapport mapping est sorti le 1er octobre 2010, j'ai pris la parole lors d'une rencontre où il y avait des Rwandais, des Congolais, des Burundais. Je leur ai dit, ce rapport n'a pas été rédigé pour vous. Il a été rédigé pour le mettre en Kagame. Ils vont l'utiliser contre lui, mais pas pour vous rendre justice. Mais vous pouvez l'utiliser, vous tirer profit de ce rapport. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous lisez le rapport mapping, on fait très peu allusion au rôle des États-Unis et de leurs alliés dans les crimes qui ont été perpétrés dans la région. Or, au Congo, on sait que les hommes de Kagame ont massacré les Hutus rwandais et les Congolais à l'aide d'avions américains, des Epi Orion. Ce sont les Américains qui ont supervisé une bonne partie des massacres. Mais ça, ce n'est pas mentionné dans le rapport. Et c'est aussi la raison pour laquelle on se bat pour qu'il n'y ait pas de juridiction devant statuer sur les crimes qui sont perpétrés en RDC. Bon, là, il faut dire que les autorités congolaises ont leur part de responsabilité aussi. Mais dans le cas du Congo, dans le cas du Rwanda et du Congo, il faut comprendre la place qu'occupe le narratif officiel dans la manière dont les gens abordent la question. Et moi, je pense qu'il appartient aux Rwandais d'avoir aussi le courage de contester cette manière de présenter les faits. Parce que si on ne conteste pas ça, de manière rigoureuse, bien entendu, pas de manière idéologique inutilement, mais de présenter les faits et de dire que ça ne s'est pas passé comme ça, il y aura beaucoup de difficultés d'abord pour réconcilier les Rwandais parce qu'il y a quand même une fragmentation importante de la population rwandaise. Pas seulement entre Hutus et Tutsis, mais entre les Tutsis même. Moi, je le vois aujourd'hui dans le livre, parce que je sais qu'on va m'attaquer d'être un négationniste, donc je suis prêt. J'ai dédié ce livre à Kizito Mihigo, avec lequel j'étais en contact à un moment, que beaucoup d'entre vous connaissent, à Aimable Karissira, qui m'avait parlé de sa situation, moi aussi à Perpéan. Parce que c'est quelqu'un avec lequel j'ai eu de longues discussions sur le dossier du Rwanda. Perpéan est mort, je dirais, triste par rapport à la pression de la France dans le dossier du Rwanda. Et donc, moi je crois qu'aujourd'hui il est essentiel de comprendre ça. Si vous regardez les décisions de justice, si vous regardez la manière dont les questions sont traitées, regardez comme aujourd'hui, regardez le rapport qui est sorti là, le fameux document Forbidden Story. On commence par quoi? Kagame a arrêté le génocide. Avant de parler de ses crimes, de parler de tout ce qu'il fait, on vous rappelle d'abord
qu'il a trouvé un pays exempt, totalement détruit, qu'il a reconstruit, même si le Rwanda dépend aujourd'hui de l'aide étrangère à hauteur de 40%. C'est pas un problème. Le Kagame a réussi un pari important. Par la suite, il s'autorise quelques excès. Cette façon de présenter les choses va anesthésier la capacité de réagir efficacement aux crimes qui sont perpétrés par le Rwanda. Parce qu'au final, on se dit quoi? On se dit, mais quelque part, il a quand même arrêté le génocide. Quelque part, oui, il est mauvais, il tue les gens, mais il a quand même reconstruit son pays. Donc, même s'il le fait au prix des millions de morts en RDC, ça peut passer. Et c'est comme ça que les Occidentaux appréhendent ça. Et c'est très important de comprendre que c'est la raison pour laquelle, que ce soit Charles ou moi dans ce travail, je sais qu'il y aura des attaques, mais je me suis armé, j'essaie de faire un travail, j'essaie de me rapprocher de la vérité. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout compris, mais je crois avoir fait un pas important pour comprendre les événements qui sont déroulés dans la région. Et si on laisse prospérer ce narratif officiel, si on laisse les Occidentaux contrôler ce narratif officiel, c'est la région qui continuera à brûler à cause des gens comme Kagame. Et ça, il est essentiel de retenir cela. Pour finir, je vais aborder des cas importants. Je vais vous donner un exemple. Je me suis intéressé à des gens qui n'ont pas pris part au génocide, mais qui ont été marginalisés dans leur pays d'accueil. Certains d'entre vous ont entendu parler du cas de Enoch Weigera, le directeur de cabinet du président Habyarimana dont j'ai parlé. Ce monsieur a la nationalité néo-zélandaise. Il a été arrêté en 2016 par la justice, par les douanes allemandes. Ils l'ont gardé pendant 7 mois, alors qu'il est innocent. On l'a arrêté pourquoi? Parce qu'il y avait un mandat d'arrêt émis par le Rwanda. Le Rwanda a dit que Enoch Weigera avait pris part au génocide. Ils ont sorti, moi j'ai vu la note d'Interpol et tout ça. Le problème, c'est que le monsieur n'était pas au Rwanda pendant le génocide. Il avait été évacué par les Belges. Et Interpol, après avoir mené plusieurs enquêtes, avait décidé de classer le dossier, a demandé à tous les bureaux d'Interpol à travers le monde de ne plus donner suite à ce mandat d'arrêt, à cette notice rouge. Le problème, c'est que quand Enoch Weigera a décidé de voyager, on l'arrête pareil. Et il reste 7 mois en détention et on lui dit qu'on va le renvoyer au Rwanda. Et il explique, il dit, mais je n'ai jamais été condamné, j'ai été même blanchi par Interpol, les douanes et puis la justice allemande lui disent non. Et en discutant avec M. Weigera, j'ai pu réaliser à quel point il a été affecté par cette histoire. Et j'ai surtout compris que beaucoup de Rwandais aujourd'hui, Hutus, ont peur de se retrouver accusés de participation au génocide sur des bases fallacieuses. Et surtout quand on sait, par exemple en France ou en Belgique, que Kagame a beaucoup de relais. En France, vous connaissez un célèbre couple qui s'appelle le couple Gauthier. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, vous connaissez. Bon, vous serez servi parce que je me suis intéressé au cas des Gauthier. Et les Gauthier, vous savez bien que M. Alain Gauthier, français, instituteur à la retraite, et son épouse Dafrosa traquent les Hutus, soi-disant génocidaires, à travers l'Europe et surtout en France. Moi, je me suis intéressé à leur cas et j'ai découvert d'abord, ce sont des grands militants du FPR, hein, ils ne le cachent pas. Et puis Dafrosa, on le sait, c'est la cousine de James Kabarebe. Mais ce monsieur et son épouse sont les héros des médias français parce qu'ils traqueraient des génocidaires à travers l'Europe. Personne ne s'intéresse à leur CV, à leur pédigré. Personne, surtout dans le cas de la France, où il y a eu un rapprochement important entre Macron et Kagame. Et je vais revenir sur ça, je pense que je vais clore là-dessus parce que je ne vais pas tout vous révéler sur mon bouquin, sinon on ne l'a pas acheté. Donc oui, je ne veux pas tout vous dire parce que c'est quand même un bouquin de 900 pages. Et donc, je ne veux pas tout vous dire parce que j'aimerais quand même que vous l'achetiez. N'est-ce pas? Voilà. Donc, vous êtes là pour ça. Tu auras 3 autographes. Non mais c'est pour dire que il faut comprendre le système dans lequel vous êtes, surtout en Europe. Même au Canada, c'est la même chose. Kagame a des relais partout. Vous savez, je me suis intéressé aux universitaires en France et en Belgique.
Ce qui m'a le plus surpris, c'est en discutant avec la plupart des universitaires qui ont accepté de me parler, et même des juristes, ils ont peur de parler du dossier de Rwanda de manière ouverte et courageuse. Un historien français m'a dit, Monsieur Mbeko, c'est mieux que vous le fassiez ça. Ces gens, donc le réseau de Kagame en France et en Belgique, a instauré une forme de terreur incroyable. Ce sont eux qui passent dans les médias, ce sont eux qui passent pour vous expliquer qui est bon, qui est méchant, c'est comme ça. Et personne n'a voulu savoir qui sont ces gens-là. Moi, j'ai regardé de près qui ils sont. Tout le monde sait qui est Jean-Pierre Chrétien. Et moi, je n'ai pas voulu prendre position. J'ai donné la parole à leurs collègues qui m'ont clairement dit que parmi eux, il y a des vrais militants. La professeure Hélène Dumas, qui a écrit un livre sur le génocide, un de ses collègues l'a décrit comme quelqu'un de très cynique. Ce sont des gens qui connaissent la vérité sur ce qui s'est passé, mais qui ne le disent pas parce qu'ils ont besoin d'un visa pour aller faire des recherches au Rwanda, ou parce qu'ils seraient aussi très proches des milieux associatifs et des gens qui sont proches du régime de Kigali. Et c'est important de le savoir. Vous avez vu sur France 24 une journaliste, pour ne pas la citer, Maria Malagardis, défendre le 1-23. Dire que le 1-23 se bat pour défendre les Tutsis. Mais Maria Malagardis, c'est l'une des personnes qui appartient au réseau français de Kagame. Et c'est ça aussi la force de frappe de Kagame. C'est cette capacité de compter les universitaires, les militants de droits de l'homme, les journalistes et les politiques dans les pays occidentaux. Et certaines confidences que j'ai pu recevoir de certains politiciens belges, c'est pas beau à entendre. Je ne veux pas en parler ici parce qu'on parle des histoires un peu, je ne dirais pas théoriques, sur les connivences entre certains politiques belges avec des gens, avec le régime de Kigali, ou certains d'entre eux ne sont pas de connivence avec Kigali, mais ne peuvent pas parler parce qu'ils ont été piégés. Et on a des faits, on a des noms. Et c'est incroyable. Et ils ont été piégés. Donc Kagame a utilisé toutes sortes de subterfuges, de stratagèmes pour mettre dans sa poche des politiques en Occident, des journalistes et même des militants de droits de l'homme. Les universitaires aussi, n'en parlons pas. Regardez tous les livres qui sortent sur le Rwanda. C'est pour impressionner. On vante Kagame, on dit que je décide de dérouler comme ceci, comme cela, mais personne ne va au bout de la question. Aujourd'hui, si vous mettez sur la table de l'histoire les crimes de Kagame, on vous accuse de négationnisme et de révisionnisme. En quoi le fait de critiquer Kagame ou de mettre sur la table de l'histoire ses crimes revient à nier ce qui est arrivé au Tutsi, par exemple? Il n'y a pas de rapport, mais on le fait pareil. On le fait parce qu'il faut anesthésier toute capacité de contester le récit officiel, non seulement au Rwanda, mais aussi en RDC. Et quand vous posez la question de savoir qui a tué Habyarimana, qui a déclenché le génocide, on vous dit on ne sait pas, à la limite, donc ce sont les Hutus. Et c'est ce qui s'est passé en France ici, avec l'enquête Trévidic. Vous en avez entendu parler, l'enquête Trévidic. On nous a dit, la justice française a dit qu'il y avait un non-lieu. Mais moi, je vous reproduis pour la première fois